Alors, quant à moi, ben, ce n'est pas un cas facile. Justement, il y a à peu près 15 ans, j'ai donné une première conférence avec le même thème, le même titre, le yoga psychologique. Centre Sainte-Pierre. J'avais un certain succès. Et depuis, je ne suis pas très souvent à Montréal. Je suis très occupé en Europe, où j'enseignais surtout les rêves, bien sûr, n'est-ce pas? Comme Jean Gaillardi vous en avait magnifiquement parlé. Mais aussi, c'est que tout doucement, je crée un groupe d'intérêt pour ce que j'appelle le yoga psychologique. Nous avons créé avec Marie-Lise Labonté une méthode qui s'appelle Images de transformation. Nous avons publié un livre ensemble, Se guérir grâce à ces images intérieures. Dans cette méthode, le yoga psychologique, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est ce que Marie-Lise apporte, la façon dont elle comprend les images intérieures de son expérience. Alors, vous en parlez de ça. D'ailleurs, il faut aussi que je dise que j'ai rebaptisé la méthode récemment, au lieu de yoga psychologique, le yoga de l'individuation. La psychologie est très vaste. Il y a évidemment beaucoup d'écoles, alors que déjà le terme d'individuation, ça nous ramène sur Jung. C'est l'objectif de Jung et c'est peut-être même l'idée d'individuation qui se rapproche le plus de yoga et je vais essayer de le définir. J'aimerais aussi officiellement, si vous voulez, commencer mon propos en citant une phrase de 2500 ans. Ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. Lao Tzu. Et que si je me force, parce que je ne suis pas à l'aise, n'est-ce pas, j'ai jamais appris assez bien le français pour être vraiment à l'aise, si j'ouvre la bouche et je fais un effort, je vous parle à vous, à nos élèves en Europe, et que j'essaie encore, puisque j'étais réalisateur autrefois, j'essaie encore soumettre des projets, n'est-ce pas, producteur de la télévision, parce que je dis que ce monde intérieur qui nous habite, il faut en parler. Ceux qui ont lu un livre que j'ai publié avec Marie-Lise peuvent se souvenir que je dis que parmi les éléments qui me forcent à parler, c'était une rencontre avec une dame atteinte de cancer de sein. On a fait une première rencontre, peut lui expliquer ce que je pouvais peut-être lui apporter. Seconde fois, elle revient très gentille, généreuse, s'assoit. Nicolas, là, franchement, cette histoire avec votre inconscient, je ne sais pas quoi en faire. Mais s'il y a en moi un inconscient qui peut me tuer ou de me guérir, dites-moi alors, s'il vous plaît, pourquoi pendant toute ma vie, j'en ai jamais entendu parler. L'élément dont dépend notre vie le plus, la grande majorité des humains n'ont jamais entendu parler. Une autre raison, une autre motivation pour moi de prendre la parole, bon, j'étais réalisateur pendant longtemps, je travaillais à Radio-Canada, Radio-Québec. À l'époque, je faisais une longue série qui s'appelait Le sens de la vie. Et plus tard à TV Ontario. Vous savez, en tant que spécialiste et en réfléchissant un peu sur ce que je vis aussi en tant que spectateur, je suis
terriblement révolté par ce qui se passe à la télévision, dans le cinéma aussi. Ça me fait penser un peu, Godard, le cinéaste suisse français, disait que le cinéma était la vérité 24 fois à la seconde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 24 images qui passent pour faire une continuité. Mais je dois dire de mon point de vue que la télévision, c'est le mensonge 25 fois à la seconde. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on voit surtout dans ce temps-ci? Pour chaque soir, à chaque chaîne importante, il y a au moins un meurtre. Ça c'est maintenant accepté, n'est-ce pas? C'est normal. Mais il y a des bons policiers, le meurtrier va toujours être attrapé, il n'y a pas de problème. Les autres éléments, bien sûr, c'est le sport, les émissions d'intérêt public, souvent sérieux, mais où ce qui me dérange là-dedans, c'est que depuis quelques années, on a un peu pris l'habitude de faire de la rigolade dans tout. Il faut tout le temps s'agiter. Et je trouve qu'il y a un manque de respect là-dedans. Ça a commencé avec un animateur français, ça a fait du succès, et maintenant c'est partout. Et ce qui, bien sûr, me dérange beaucoup, c'est la publicité. Vous savez, quand on a commencé à Radio-Canada, moi j'ai commencé en 60, là, il n'y avait pas de publicité. On avait des beaux dimanches, on pouvait avoir accès à de la culture. Aujourd'hui, ce n'est pas là. Puis il y a aussi la magnifique émission appelée Découverte de Charles Tissère. Moi, j'ai arrêté de l'écouter justement quand ils se sont mis à découper l'émission en petits morceaux. Oui, c'est ça. Malheureusement, je ne suis pas tellement au courant de ces dernières années, mais voilà, alors, merci. Oui. Merci, je ne pourrais pas savoir, mais voilà. Alors, vous savez, ça a l'air extrême, mais je vais vous dire, je ne peux pas faire autrement, que ma révolte vient du fait que j'ai l'impression que chaque être humain, dans chaque culture, est l'héritier et dépositaire de toutes les cultures partout dans le monde. Il y a là une richesse inconcevable et de ça, généralement, on ne reçoit que des miettes. Alors, ça aussi, n'est-ce pas, ce qui me dérange le plus, et je fais cet exemple avec la citation de cette dame qui s'appelait Louise, que de ce monde intérieur dont nous dépendons, on n'en parle jamais. Notre santé en dépend. Nos relations humaines, travail, relations d'amour en dépendent. Notre réalisation spirituelle en dépend de ce monde intérieur. Jamais, 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 rien. Ce qui augmente, c'est les dépressions, les problèmes psychologiques, l'arthrite. Et on sait que le nombre de cancers continue à augmenter malgré toutes les bonnes chimiothérapies. Alors, pour ça que je parle. Ce n'est pas nouveau chez moi, n'est-ce pas, parce que, si vous voulez, je pense que j'ai toujours été un révolté. Je suis né, j'étais enfant en Hongrie pendant la guerre. J'ai vu la destruction. La rue où j'habitais, un côté de la rue, c'était le ghetto. Les Juifs qui étaient enfermés. Plusieurs fois, je me suis fait attraper. « Ah, sale, comme un Juif, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est l'autre côté. Non, j'habite l'autre côté de la rue. Mon père était arrêté par la Gestapo et il était relâché seulement quand la débandade finale, quand le front était là. Son frère est mort à Sachsenhausen avec les Juifs.
parce qu'il était anti-nazi. J'ai vécu ça enfant. En 1956, en Hongrie, on avait une révolte spontanée. Et pendant 10 jours, on avait la liberté. On voulait créer un monde plus humain. Évidemment, la mafia communiste qui régnait en Hongrie ont fait appel à l'armée rouge. Et j'étais obligé de quitter. Mon frère, qui aussi a participé un peu dans cette révolte, a littéralement risqué sa vie pour venir m'avertir qu'à Budapest, la police me cherchait. J'aurais pu être exécuté. On ne faisait pas de procès aux jeunes à l'époque. Je suis arrivé en Belgique, j'ai étudié le cinéma, et en 1958, il y avait une exposition où les Russes, très heureux de leur Spoutnik, annonçaient ça au monde. Mais je voulais faire sauter le pavillon russe. Je n'ai pas assez eu d'aide pour le faire. Heureusement, peut-être. Cherchez toujours quelque part, continuer cette sorte de combat pour la liberté. J'ai étudié le cinéma, je dis, très bien, par le cinéma, on peut changer le monde. Et j'ai eu une incroyable chance de pouvoir travailler à Radio-Canada, à l'époque de la Révolution tranquille, qui quasiment sortait de ce groupe d'élite de Radio-Canada. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu faire un long métrage. J'en ai fait 40 projets. Et ça n'a jamais marché. Bon, ça c'est bien sûr une frustration. Et cherchant toujours cette grande liberté et révolution, je suis tombé sur l'enseignement du yoga. Vous savez, il y a des livres qui, à l'époque, plus particulièrement, je peux penser à Mircea Eliade, qui a travaillé 10 années sur une thèse sur le yoga qu'il a intitulée « Le yoga, liberté et l'immortalité ». Ah, ça m'intéressait. Liberté et l'immortalité. J'ai fait 10 années de yoga intensif et j'aimais ça. Oui, bien sûr, j'étais en bonne santé. C'était agréable, j'avais beaucoup d'énergie. Mais j'ai réalisé que si le yoga a pu m'apprendre un peu une compréhension par rapport au fonctionnement de l'univers, que dans ma vie privée, ma relation avec les humains n'était pas très bonne. Surtout dans les relations amoureuses. J'ai fait des gaffes énormes malgré la meilleure volonté du monde. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis bête à ce point-là? Et il me fallait aller plus loin, chercher un autre niveau de révolution. Et ça, c'est chez Carl Jung que j'ai pu trouver ça. Alors Jung, bien sûr, vous le connaissez, j'imagine, à peu près tout le monde, n'est-ce pas? Et cette idée de cette révolte que Jung représente dans le monde, dans son livre Réponse à Job, il dit carrément Jéhovah égale l'inconscient. Bon, mais pour ça, il n'y a pas si longtemps, il aurait pu être brûlé. Il y a des personnes qui ont travaillé avec lui. Une personne que je connais personnellement aussi au Canada, Marianne Woodman, n'est-ce pas? Elle dit carrément que la découverte de Jung de l'anima et l'animus permet à l'être humain une mutation. Et une mutation, c'est beaucoup. C'est parce que c'est le poisson qui pousse des ailes.
Alors, il y a un autre collègue, pour ainsi dire, qui suivait un peu la pensée de Jung, James Hillman, psychanalyste jungienne de la région de Boston. Il est décédé maintenant. Il était pendant de longues années directeur de l'Institut Jung à Tusnach, près de Zurich. Alors, à la fin de sa vie, il a écrit énormément de livres. À une conférence, je l'ai entendu dire, vous savez, de plus en plus maintenant, je me rends compte que les traumatismes de l'enfance, ça ne se guérit pas. Ce que je fais maintenant dans mon cabinet de travail, c'est que je prépare la révolution. Ça m'a plu. Alors, bon, tout le monde de Jung, l'importance de l'ombre, n'est-ce pas, vous connaissez la définition, l'ombre c'est la vie non vécue, parce qu'on n'ose pas le vivre et qu'on n'a pas encore découvert, n'est-ce pas? Et un autre de ses collègues a écrit un livre, La Nouvelle Éthique, Erich Neumann. C'était un juif qui a terminé sa vie à Jérusalem en pratiquant la psychologie jungienne. Neumann dit, j'ai écrit ce livre parce que j'ai vu dans l'Holocauste, dans les camps et tout, ça arrive à l'humanité à un point où on ne peut plus se baser sur des vérités qu'on a un peu imposées il y a 3-4 000 ans. Il nous faut arriver à une nouvelle conscience et que cette nouvelle conscience ne peut pas arriver si on ne rencontre pas l'ombre, cette partie en nous que nous n'aimons pas. Je parlais de la citation de Woodman de l'anima et l'animus. Quand on ne connaît pas le monde intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec un anima sorcière qui peut tuer un homme? Et combien de fois j'ai vu qu'un animus négatif contribuait à rendre une femme gravement malade, n'est-ce pas? Nous sommes tous blessés. Et il ne faut pas être névrotique pour l'être. Chacun de nous retient de notre enfance des éléments refoulement, n'est-ce pas, qui, si quelque part ce n'est pas travaillé, ça peut rester avec nous pour le restant de nos jours et nous empêcher de vivre pleinement. Les souffrances périnatales. Otto Rank, un des collaborateurs de Freud, et Stanislav Grof plus tard, qui est à la base de la psychologie transpersonnelle, n'est-ce pas, qui identifie Jung comme son père. Le grand-père du transpersonnel, c'est Jung, et le père, c'est Grof. Il a fait lui-même, sous l'LSD d'ailleurs, l'expérience de naître. Et il a aidé d'autres de vivre ça. C'est incroyable. Cet souvenir reste en nous pendant très, très, très longtemps. Il a fait les 4 étapes de la naissance. L'embryon qui commence à sentir qu'il y a quelque chose qui va aller mal. Et alors, là, l'expulsion commence, c'est terrible problème, souffrance. Et là, en être pris dans le tuyau. Et après, 4e étape, c'est la libération, mais encore, c'est relié à une forme de souffrance et de peur.
quand nous interprétons des rêves, nous pouvons quelquefois retrouver justement les personnes qui rêvent de tuyaux ou d'angoisse et tout, faire le lien. Mais si quelqu'un n'en a jamais entendu parler, et si quelqu'un est de la meilleure volonté, n'est-ce pas, de faire quelque chose avec ça, se libérer, mais il faut avoir des ressources, et comme je le disais dès le départ, il faut être renseigné. Et ça, c'est évidemment... S'il vous plaît, il y a de la place. Alors, c'est un peu dans ce sens que je me suis tourné vers Jung, voir un peu qu'est-ce que ce grand révolutionnaire, ce personnage qui est pour moi comparable au Bouddha ou au Christ, à Platon, que sais-je, comment on peut vraiment tirer profit de ce qu'il apporte. Normalement, les personnes qui sont averties et qui ont le budget vont aller en psychanalyse jungienne. Une véritable analyse, ça prend au moins 5 années. On ne force pas l'inconscient. On fait le vidangeage, comment dire, nettoyage intérieur et on suit le rythme que l'inconscient donne. Mais si vous considérez que 5 années de psychanalyse, c'est presque le coût d'une maison, qui peut le permettre? Et pour les autres, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là, de fil en aiguille, là je suis venu à proposer cette idée qu'on puisse tirer profit des enseignements de Jung dans la forme d'un cheminement personnel qui ressemble au yoga. Et c'est ça que j'essayais d'abord partager avec les autres. Est-ce que j'étais sur une piste valable? Évidemment, on a toujours, quand on est honnête avec soi-même, ça fait peur, nos propres idées. D'abord, je suis tourné vers Jung et voir un peu ce que Jung en dit. Et quand j'ai vu ceci, qu'en ma qualité d'Européen, je me sens incapable de souhaiter à l'Européen plus de contrôle, plus de pouvoir sur la nature en nous et autour de nous. Il est contre le yoga pour les Occidentaux. Il dit qu'au lieu d'apprendre les techniques spirituelles de l'Orient par cœur et de les imiter, il serait beaucoup plus important de découvrir s'il existe dans l'inconscient une tendance introvertie analogue aux principes spirituels qui dominent l'Orient. Il disait même dans un texte dans la collection Psychologie et orientalisme, où il dit oui, on pourrait peut-être créer nous aussi notre yoga, ça va prendre 250 ans et ça va être basé sur la spiritualité chrétienne. Alors moi, ça m'a beaucoup découragé au départ. J'étais sur une piste que je n'osais pas suivre. Par contre, j'avais un autre maître, si vous voulez, et c'était Joseph Campbell. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un grand mythologue américain dont l'œuvre consistait à réapprendre aux Américains l'importance de la mythologie. Il est souvent cité par les auteurs jungiens, parce qu'il oui. est cité par Marilyn Woodman, dont j'ai lu un magnifique livre, oui. et Guy Corneau, dont j'ai lu 2 livres à date. Oui. Oui. Voilà, alors... Le héros aux 1000 visages. Le héros? Le héros aux 1000 visages, je pense. Oui, voilà, n'est-ce pas? C'est un titre, peut-être le titre le plus important de Campbell. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur quelquefois.
Et là, il m'a un peu inspiré de confiance parce qu'il dit dans son livre The Mythic Image, Image mythique qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, il dit qu'il y a 3 points qui se rapprochent la psychologie, la profondeur des yogas. Le premier, c'est l'être humain lui-même, qui produit les vicissitudes qui semblent lui tomber dessus. Deuxième, les figures mythologiques et religieuses sont des projections et des fantasmes de la psyché. Les dieux et les démons sont en nous. Troisième, la disposition psychologique de la personne peut être transformée en prenant conscience de nos rêves et des événements de synchronicité. Les hasards significatifs. Alors, moi, ça m'a encouragé et ça m'a même amusé la manière dont Campbell fait le lien avec le système de chakras avec la psychologie. Il dit qu'au départ, vous vous souvenez, le premier chakra, le Muladhara, c'est un peu le chakra behavioriste. Il dit, au comportemental, c'est ça? C'est ça. Oui, merci. Alors, il dit, dans le premier chakra, il y a un dragon qui est assis sur un trésor, ne sait pas quoi faire avec. Il y a une princesse, et c'est la même chose, il n'a aucune idée à quoi ça sert. Par contre, il dit le deuxième chakra, le Swadhisthana. Alors en tout cas, pour Campbell, c'est le chakra freudien. Les cloches sonnent pour ma blonde et moi. Tout est sensualité. Tout est volonté de plaisir. Pour le troisième, le Manipura, chakra en dessous de nombril, pour Campbell, c'était le chakra adlérien. Psychologie adlérien, c'est le besoin d'estime de soi, besoin de pouvoir nous exprimer, un certain chakra de pouvoir. Mais est-ce qu'Adler n'avait pas parlé comme thème principal de la volonté? Adler? Oui, oui. Puis Campbell associerait la volonté au plexus solaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour lui, le Manipura, c'est le chakra adlérien. Et il dit, vous savez, les 3 premiers chakras, nous les partageons avec les animaux. Donnez-nous la bonne progéniture, les bonnes récoltes, donnez-nous la victoire. Et Campbell disait, vous savez, c'est très difficile, c'est très étonnant de voir qu'est-ce qui arrive quand on franchit cette ligne, n'est-ce pas, dans le corps et aussi symboliquement, et qu'on arrive au chakra du cœur, l'anahata, n'est-ce pas? Et pour Campbell, le chakra du cœur, c'est le chakra jungien. Là, il y a quelque chose d'humain, c'est l'amour, et c'est qu'on arrive à entendre des sons qu'autrement on ne pourrait pas entendre. Enfin, c'est des exemples que je vous donne. Le Vishuddha dans la gorge, c'est déjà une dimension de l'être humain où l'humain comme tel est dépassé. Le premier chakra, c'est la terre. Deuxième, c'est l'eau, le Swadhisthana. Manipura, c'est le feu. Et au cœur, c'est l'air. Et au Vishuddha, c'est l'éther. Restent les 2 derniers chakras, le ajna au front et
dont le chakra de 1000 pétales, ça sera là. Là, pour Campbell, c'est le divin. L'ajna pourrait être plus une divinité personnelle. Et il dit que quand il y a une montée encore de là, un peu plus haut, c'est comme si, dans son expression, il faut quitter Dieu pour Dieu. N'est-ce pas? Donc ça va extrêmement loin. Jung a aussi écrit un livre, carrément, on l'a écrit, c'est une série de rencontres, d'ateliers qu'il a eu en 1932. Il s'était beaucoup intéressé alors à ça. Il a découvert cela un peu à travers une de ses consultantes qui avait un certain problème psychologique que lui, il ne comprenait pas. Certains symptômes. Et il est tombé sur le livre de Sir John Woodroffe, un juge anglais qui a longtemps vécu en Inde et qui a écrit des ouvrages très importants là-dessus. Ah ben, est-ce que c'est pas sur la Kundalini, là? Exactement. Parce que tout le système de chakra, n'est-ce pas, c'est que, j'imagine que vous êtes un peu au courant, que c'est cette énergie sous forme de serpent qui monte dans le Sushumna au centre avec les deux autres canaux, etc. Celui qui avait écrit sur la Kundalini a pris le pseudonyme assez étonnant, intéressant, parce que ça se relie à la grande civilisation celtique. Il avait pris le nom et le prénom de Arthur, comme le roi Arthur, et Avalon. Comme un nom de couverture, oui. Ouais. Comment ça s'appelle? Oui, merci. Alors, juste pour ne pas oublier qu'au fond, dans cet ouvrage, en parlant de la Kundalini, Jung trouvait cette affirmation avant la naissance, nous sommes dans quelque chose où les dimensions divines en nous, masculines et féminines, Shiva et Shakti, sont en l'état d'union. Et en naissant, il y a une séparation. Shiva reste en haut. La Shakti va être retournée sur la base de la colonne vertébrale. Et c'est le travail de Kundalini qui peut alors faire que cette énergie bouge, que de chakra en chakra, ça monte, et il y a de nouveau une union entre Shiva et Shakti, mais la personne est vivante. Et c'est ça le but du yoga, n'est-ce pas? Le yoga tantrique même, le tantrique de l'Inde. Et ça a beaucoup intéressé Jung parce qu'il parlait de l'animus et l'anima. Il voyait une parallèle. Vous savez que aussi nous disons que l'intégration de l'anima ou l'animus pour l'homme ou la femme, c'est le mariage intérieur. Alors, dans cette série d'ateliers, Jung a invité un professeur allemand qui a longtemps vécu aussi en Inde, un spécialiste de yoga tantrique. Et quelqu'un a posé la question à ce docteur Howard, croyez-vous que nous aussi, chez les Occidentaux, un jour, on pourrait vivre cette expérience? Et le docteur Howard disait, oui, probablement dans 500 ans. Mais, voyez-vous, quand on a eu des contacts avec cette énergie, moi ça m'est arrivé maintenant, presque il y a 20 ans, j'ai enseigné dans le centre de Marie-Lise Labonté à Montréal et j'ai enseigné un petit groupe l'interprétation de rêves. Et à la fin de la journée, tout le monde est parti et une madame qui est restée par terre ne pouvait plus bouger. Ben, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Elle n'était pas nerveuse, mais... Alors, j'ai essayé de voir, j'ai touché sa main, son pied, c'était complètement glacé. Ah, 10 années de yoga servaient à quelque chose. Et là, je dis,
il me semble que vous avez un mouvement de Kundalini. Et je savais quoi faire. Je suis venu en arrière d'elle et je mettais mon énergie personnelle en contribution et ça a pu un peu la détendre. Elle a pu rentrer chez elle. Ça lui a pris 3 mois de réaliser la montée totale de la Kundalini. Et ça, c'était dangereux et très douloureux. J'habitais dans les cantons de l'Est et quelquefois, elle était tellement mal qu'elle était obligée de venir me voir à Montréal à 3 heures du matin. Son mari n'était pas très content. Je l'ai fait venir. Je lui ai expliqué. Écoutez, voilà, Marie-Lise Labonté, quand elle a eu une montée de Kundalini, on l'a amenée à l'hôpital et on lui a fait une ponction lombaire. C'était déjà assez mal, mais ça allait. Non, ça ne réglait rien. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui ont fait cette expérience. J'accompagnais une autre dame, ça a pris 3 années et c'était quelquefois aussi dramatique que quand l'énergie montait, elle s'était prise dans la gorge, ses dents en bonne santé dans sa bouche explosaient. Ce n'est pas un jeu, alors, n'est-ce pas? Et tout. Alors, bon, l'affirmation de Dr. Hauer ne marchait plus pour moi. Effectivement, nous, des êtres humains, entre guillemets ordinaires, nous pouvions faire l'expérience. Et là, de plus en plus de ces données, j'ai affirmé là, ce que je voulais faire avec le yoga, la psychologie. J'avais aussi une autre motivation personnelle qui m'est arrivée en cours de route. Et c'est que dans un moment, dans une situation, dans un état altéré de conscience, j'ai entendu une phrase d'autorité qui disait « Tout ce qui vit dans l'état d'extase, sauf les êtres humains adultes. » Et ça m'a resté. Et j'ai lu des choses là-dessus, justement, j'ai vu cet après-midi encore, je voulais retrouver le nom d'un maître zen moderne qui abonde dans le même sens, qui écrit que les poissons, les oiseaux, les chevaux, tout ça, la vie est un état d'extase continuelle, même en maladie, même quand on se fait dévorer. Enfin, c'est une condition de base de la vie. Pourquoi avons-nous perdu? Que pouvons-nous faire pour le retrouver? Enfin, tout ça, c'est un peu de ce qui m'a amené alors de proposer comment on peut éventuellement pratiquer individuellement cette sorte de yoga occidental. Nous avons, avec Jean Gaillardy, n'est-ce pas, un site où ça s'appelle le www.yogapsy.org, où nous donnons un peu notre motivation et la définition et la pratique de cette sorte de yoga. Ça serait trop long d'aller dans tous les détails, mais on prend une trentaine d'éléments du yoga oriental et occidental, motivation, la lecture, tenir un journal, s'initier au langage symbolique, puisque notre monde intérieur nous parle dans le langage symbolique, s'occuper des rêves, des signes de jour. Après, côté orient, bon, la relaxation, la respiration,
Vous savez, la respiration n'est pas pratiquée par les yogis pour avoir la bonne santé. La respiration permet d'atteindre des états de conscience, si on sait comment le faire, qui autrement pourraient nous faire exploser. Ça, c'est la raison d'être. Il y a la méditation, n'est-ce pas, pratiquée depuis de longs millénaires, un peu partout dans le monde. Pour moi, ce qui est très important, c'est la poésie. Connecter avec la poésie. La poésie est une énergie qui ne fait à peu près plus partie de notre monde. Il y a la poésie par la chanson au Québec, ça c'est déjà extraordinaire. Et aussi, comme ingrédient, je suggère de s'occuper un peu de la philosophie. C'est la forme de thérapie la plus récente. Il y a 4-5 années que ça a commencé en Europe. Maintenant, on peut aller voir un thérapeute de philosophie. Un ami de Jean, appelé Alain Colpron, qui est un homme merveilleux, très humble, très effacé, a commencé une série de rencontres mensuelles ici au Commensal, Café philosophique. Mm-hmm. C'est une très belle expérience à laquelle j'ai pu participer 2 fois. Oui, oui. Alors merci parce que on dit d'ailleurs, même je trouve qu'ils sont, à qui je pense en Suisse, que je connaissais, eux ils disaient, on passe à la philosophie une fois qu'on est guéri. Parce qu'il y a une sorte de boutade qui veut que Freud aurait dit quelque chose comme quoi, maintenant, quand vous vous guérissez de la névrose, vous retournez dans votre quotidien ennuyeux. Alors, il nous faut trouver quelque chose selon les philosophes. Pour moi, c'est essentiel que l'être humain trouve sa philosophie, trouve sa place dans l'univers, dans le monde, puisse faire une idée de voir selon la personne où est rendue l'humanité, quels sont les problèmes, quelles sont les merveilles de tout ça, et de savoir où on en est là-dedans. J'aime beaucoup, personnellement, surtout maintenant que je commence à avoir un peu d'âge, n'est-ce pas, la philosophie chinoise. La philosophie chinoise, c'est juste un exemple. C'est l'immortalité. Et je ne parle pas des taoïstes qui font toutes sortes de trucs occultes en retenant l'orgasme et tout ça. Non, non, non. C'est la philosophie chinoise qui, à un moment donné, dit « ça dépend avec quoi je m'identifie ». Si je m'identifie avec mon corps, avec mon groupe, bien, je vais disparaître. C'est inévitable. Et ça, c'était une idée que j'avais avant, c'était amusant de retrouver chez les Chinois. C'est que si je m'identifie avec l'évolution de l'humanité, je peux dire que chaque être humain, et pas seulement des gens connus, des vedettes et des héros, mais que chaque être humain participe dans cette évolution, même des personnes que personne n'a jamais entendu parler. La différence, c'est de savoir si la personne en est conscient. Ça fait la différence. Si je sais que inévitablement, mon corps va disparaître, mais que ce que j'étais, ça va faire partie de cet avenir, si l'avenir est là. Les enregistrements akashiques encore, c'est une façon de comprendre le mot akashique. Les hindous pensaient que tout geste qu'on ait fait dans l'univers, tout est enregistré et qui reste enregistré. C'est encore une façon symbolique de dire la même chose. Mais est-ce que Jésus-Christ, là, oui. Quand il a dit chaque chose que vous ferez en mon nom, est-ce que ça ne rejoignait pas un peu ce principe hindou?
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est déjà rendu à un niveau d'identification. Qui suis-je, n'est-ce pas? Saint Paul qui dit, c'est plus moi qui agis, c'est le Christ qui agit en moi. Et à ce moment-là, tout est clair. Mais où je veux revenir pour être sûr que j'ai du temps, c'est que je vous parle de ces éléments. Est-ce que je propose le yoga de l'individuation? C'est qu'il faut le créer soi-même. Ce n'est pas moi qui propose quoi que ce soit. Selon ses goûts, selon ce qui nous fait plaisir. Ce n'est pas quelque chose de terrible, quoi, encore une fois, comme disait Jung, je ne veux pas le yoga pour les Occidentaux. Il y a trop de pression, trop d'enfermement. Non. Si on peut respirer avec plaisir, si on interprète les rêves avec joie, et qu'on est touché par ces éléments qui nous dépassent et que c'est tellement merveilleux, jour après jour. Alors, ça crée cette sorte de discipline. C'est un travail. Il faut une motivation de base et il faut un suivi. Une bonne idée, une belle idée, ça mène nulle part. Mais si on peut choisir ce qui nous plaît, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si je respire ou je médite ou j'interprète un rêve, c'est formidable. Mais que dans ma manière de proposer cela, si je peux imaginer que chaque respiration un peu soutenue, chaque interprétation de rêve, chaque méditation profonde, chaque rencontre avec des êtres extraordinaires à l'intérieur est une étape pour aller vers cette réalisation qui est le but du yoga, l'union avec le divin, et qui, chez Jung, on l'exprime, la réalisation du moi-soi. Le divin, c'est le soi. On exprime ça un peu avec un grand cercle, le soi. Le petit cercle, c'est le moi. Et un axe est qu'à travers chaque étape de notre individuation, nous allons rentrer dans le grand cercle graduellement. Mais je dirais qu'au fond, quand on peut en faire une idée claire que cette union avec le divin ou avec le soi est possible, clairement, à partir de là, on n'a plus besoin de se dépêcher. Ce n'est pas comme aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent l'éveil. Parce que l'éveil, selon le témoignage des personnes éveillées, c'est extraordinaire, on a trouvé sa voie et que tout rentre dans l'ordre. Et c'est bien, c'est formidable. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, si je peux savoir que chaque crise de ma vie est une étape vers cette union, je ne suis pas pressé et c'est le chemin qui est, pour ainsi dire, l'objectif. À condition, bien sûr, que, comme je disais un peu selon ma trouvaille, cette phrase, que ça se passe dans l'extase, dans le plaisir. Une personne heureuse, une personne qui vit dans cette extase, ne peut pas être un agressif, ne peut pas être un violent, ne peut pas rentrer dans toutes sortes de comportements qui ne correspondent pas avec la joie d'être. Une des raisons qui évidemment, nous empêche d'être nous-mêmes, c'est la projection.
souvent, nous n'acceptons pas qui nous sommes. Pourtant, la phrase clé de notre culture, c'est « connais-toi toi-même ». Mais c'est tellement difficile de nous accepter à cause de la pression extérieure et intérieure et le manque d'informations extérieures, bien sûr. Par rapport de ça, par rapport de l'importance de la projection, je vous rappelle tout simplement que Marie-Louise von Franz, vous connaissez, la plus proche collaboratrice de Jung, qui a continué l'œuvre de Jung après sa mort, disait que si nous pouvions retirer toutes nos projections jusqu'à la dernière trace, nous accéderions automatiquement à la conscience cosmique. Voyez-vous, ce n'est plus la psychologie. On est là dans un monde où on élargit sa personnalité. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais aussi, ça va commencer à vous fatiguer. J'ai peut-être 2 idées encore ajoutées, point de vue théorique. On pourrait se donner après une pause et revenir pour la question si vous en avez. J'aurais voulu demander à Jean, avec ce que je raconte maintenant, et Jean connaît très bien cet objectif de yoga psychologique, de yoga de l'individuation. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose qui m'aurait échappé pour le dire à une première rencontre comme ça? Échappé, je ne crois pas, mais déjà, quand tu mentionnais avec l'importance du chemin, j'ai pensé à cette citation de... Ah, je disais que je ne voyais pas grand-chose à ajouter, comme ça me semblait très complet l'exposé de Nicolas, mais juste je voulais mentionner une citation dans notre culture de Sainte Thérèse qui disait que le chemin vers le ciel, c'est le ciel lui-même. Je crois que ça vient mettre l'appui à ce que tu disais sur le chemin. Et ce que je serais peut-être porté à souligner, c'est, pour moi, dans tout ce que tu dis, Nicolas, il y a quelque chose de très important, c'est quand tu mentionnes comment justement, il y a un moment, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort parce que finalement, le chemin, il se marche tout seul. C'est notre nature qui... L'inconscient, c'est notre nature. Et l'inconscient connaît le chemin. Finalement, une chose qui se passe, qui est très difficile, c'est qu'on se fait une certaine idée du chemin, puis on voudrait que les choses soient comme ci ou comme ça, que ça se passe selon un certain scénario qui nous arrange. Mais si on peut faire vraiment confiance au mouvement intérieur, tel qu'il se déploie dans les rêves, tel qu'il se déploie spontanément, notre propre chemin se trace, s'invente littéralement devant nous. Il y a quelques jours, je lisais une citation de Jung, où il disait que la voie vraiment individuelle, celle vers soi-même, elle n'est pas tracée, elle n'est pas écrite. Nous avons à trouver le courage de la frayer par nous-mêmes en marchant. Et il complétait en disant, si vous voulez vraiment rentrer dans cette voie individuelle, alors faites la première chose qui vous vient et vous serez sûr de suivre l'inconscient. C'est comme si on a cette boussole. C'est pourquoi je crois qu'en effet, j'appuie complètement, moi, cette idée, je l'endosse complètement, qu'on est vraiment en charge chacun de créer notre propre yoga. Et que c'est la grande portée révolutionnaire de ce que tu amènes, Nicolas. C'est une synthèse, mais en même temps une libération pour chacun de nous. Oui, merci beaucoup, Jean. Alors, si vous avez encore un tout petit peu de patience, je voudrais... J'aurais une question. Oui. Parce que ça fait 1 heure que je vous écoute, puis au point de vue pratique, là, je l'écoute, lui, ça a l'air toute partie. Ça a l'air de quoi? Parce que là, on a 2 mots, le yoga puis psychologique. Bon, ça se pratique en yoga, c'est un livre qu'on fait. C'est quoi, finalement? Comprenez-vous? Oui. C'est quoi, là? Parce que là, vous me parlez de montée de Kundalini, fait que là, j'essaie de figurer. On s'en va où, là? C'est quoi exactement le yoga ici? Non. C'est que vous parlez d'un livre qu'on lit, c'est une technique qu'on attend, se positionner, qu'on écoute. C'est quoi? Oui. Là, mais vous pouvez jeter un coup d'œil sur la yoga psy, n'est-ce pas, qui explique plus en détail. Oui, oui, oui. Oui. Mais, oui, vas-y. Finalement, c'est toujours la même question.
on demande toujours à quelqu'un d'autre de nous donner la réponse de ce qu'il faudrait faire pour se rencontrer soi. Alors la première chose, c'est de retourner le regard vers l'intérieur, par exemple vers les rêves, et de s'asseoir en silence, d'écouter comment le mouvement intérieur veut aller. Et à partir de là, tous les éléments que Nicolas amenait, tenir un journal, lire pour étudier, mais pas étudier une personne en particulier, étudier toutes les personnes qui vont nourrir votre recherche, en restant toujours fidèle à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas mal l'essence du yoga psychologique. C'est très très pratique, mais le problème c'est que si on vous donne une pratique, on vous donne une définition. Et Nicolas amenait bien l'idée que c'est vraiment à chacun de l'inventer à partir de tous les éléments qui nous sont offerts. Ok, je suis là, ok, je peux voir. La synchronicité. Les synchronicités. Ça, c'est facile à observer. Oui, s'il vous plaît, mais aussi pratiquement, et ça c'est ce que je voulais absolument ajouter avant de vous quitter, c'est que quand on a pris cette direction avec assez de sérieux, pour ainsi dire, c'est que cela influence notre santé corporelle. Et je peux donner de très longs exemples, n'est-ce pas? Les personnes, si vous avez lu mon livre que j'ai publié avec Marie-Lise, il y a M. Jean-Claude qui était phase terminale, on ne lui donnait même plus la chimio, rien. Et on a fait ce travail dont je vous parle. Et 6 mois plus tard, il a eu un accident. On a ouvert tout son abdomen. Il n'y avait plus la trace de cancer. Et ça a fait il y a 23 ans maintenant. Et il est mon voisin à Notre-Dame-de-Grâce. La psychologie, vous savez, les rêves et tout ça, c'était inventé, enfin amené par Freud surtout, mais après les autres et Jung. Mais quand je vous dis, nous avons en chacun de nous ces souffrances de périnatale et de refoulement de l'enfance. Avec ce que je propose, on s'en occupe parce qu'on fait attention. Les relations amoureuses, bien sûr, comme dit Jung, où il y a volonté de domination et l'amour n'existe pas. Où je trouvais des rêves et de l'accompagnement possible extraordinaire, c'était dans le cas de personnes qui étaient en train de mourir, n'est-ce pas? Et là, je n'ai pas eu le temps de parler de rêve, mais cette dame qui était à l'hôpital, on ne pouvait rien pour elle. Elle était terriblement déprimée, la peur et tout. Et un jour, je la visite, elle est de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un rêve. J'étais obligé de quitter l'hôpital de Longueuil en pleine nuit, en plein hiver, juste dans le vêtement de l'hôpital, seul, à nu-pieds. Bientôt, j'étais dans les champs, nuit, neige. Et finalement, un groupe de chiens qui lui court après. Je vais être déchiqueté par ces chiens. L'horreur. Mais quand le chef chien qui arrive devant le meute de chiens, devant elle, le chien lui dit, ne crains rien, c'est nous qui allons te conduire en dehors de la nuit et de la glace. Cette femme est morte 2 jours plus tard et ses dernières paroles étaient « c'est beau ». C'est dommage qu'on attend souvent jusque-là pour trouver cette beauté. Où je voulais vous parler aussi de la deuxième chose, j'ai créé un peu une expression, une petite approche personnelle que j'appelle les motons. Parce que quand je parle en Europe, personne ne comprend, c'est une expression québécoise, n'est-ce pas? Et j'ai lu ça dans Mircea Eliade, Yoga, Liberté et Immortalité, que des yogis, il y a des millénaires, savaient que des éléments montaient de leur intérieur vers la conscience pour se suicider. C'est ce que c'est suicider. C'est-à-dire que ces éléments sombres, dérangeants,
rendu à la conscience, pouvait, n'est-ce pas, tout simplement être intégré. Je termine. Alors, ce que je dis dans mes groupes et à mes élèves, vous savez, c'est extraordinaire l'inconscient. C'est que l'inconscient sait où on doit aller. Nous, on ne sait pas quand on est intervenant ou thérapeute, que sais-je. Mais que je dois vous dire que même si vous cheminez avec notre yoga ou avec autre chose, votre spiritualité, qu'il y aura toujours pour le restant de nos jours des moutons qui vont monter. Moutons, pourquoi? Parce que les vaches qui ruminent, n'est-ce pas, ça revient pour être mâché une seconde fois. Alors, il ne faut pas s'en faire. C'est normal. Quand il y a mes consultantes qui disent « ça va mal, ma vie, encore une crise ». Mais non. Et je dis, vous savez, si on comprend, et on peut dire « Ah, un mouton, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Écoutez, j'ai pris beaucoup de votre temps, et pour faire un rite de sortie, et pour que ce ne soit pas moi qui parle, enfin je vais le lire, mais une des phrases clés aussi qui m'a inspiré d'un certain Edward Edinger. Edinger, c'est la psychanalyse jungienne qui trouve la dimension spirituelle tellement importante chez Jung. Il dit ceci: si ma compréhension du symbolique est juste, l'ère du Verseau va donner naissance à des porteurs d'eau individuels. La réalité lumineuse de la psyché ne sera plus portée par des communautés religieuses, l'église, la synagogue, la mosquée, mais plutôt elle serait portée par les individus conscients. C'est ça l'idée que Jung avance dans sa notion de l'incarnation continue. L'idée que les individus vont devenir des vaisseaux du Saint-Esprit sur une base continue. Ça va loin, n'est-ce pas? Ça donne une incroyable responsabilité à l'être humain, si on peut comprendre. Alors, c'est dans ce sens, n'est-ce pas, que sur cette idée, l'incarnation continue et cette expression de Jung qui fait que le monde n'est pas terminé, mais que nous pouvons tous apporter notre pierre pour construire un monde nouveau. Merci. Lui, c'est un hindou qui raconte la montée de la Kundalini et que quand ça commençait à bouger, il méditait chaque matin, sentait, qu'on reconnaissait, et il est allé dans différents ashrams. Il a écrit dans différents ashrams en Inde, « S'il vous plaît, aidez-moi ». Il n'a reçu aucune réponse de nulle part. Il est mort presque 2 fois. Des douleurs. La deuxième fois, il était tellement mal qu'on ne sait pas par quelle intuition, il a demandé à sa femme à préparer un gros steak. Alors qu'il était, bien sûr, végétarien. Et paraît-il que le steak, là, quelque part, là, un peu... merci pour... merci. Voilà. En tout cas, lui, il dit lui-même qu'après ça, il a vécu pour le restant de ses jours avec ses énergies, et il disait que l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie de l'évolution humaine. Ça, c'est lui. Mais malheureusement, je suis prudent pour aller plus loin. Oui. Oui, bon, merci beaucoup de votre présence. Moi, je suis un Jungien depuis l'automne 1983, où à l'automne de cette année-là, j'ai découvert la biographie de Jung qui m'a complètement bouleversé parce que c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai des rêves très importants et j'ai le privilège de rêver en couleur régulièrement. Et donc, je voulais savoir, bon, moi j'ai fait
une démarche de découverte de moi-même dans un premier temps de la philosophie. Et je recommande depuis plusieurs années, depuis que je l'ai lu, le merveilleux livre appelé Le Monde de Sophie, du Danois Gardner, qui est devenu un best-seller mondial et qui présente les grands philosophes de l'Occident pour la conscience d'une adolescente. Et c'est un livre merveilleux parce que même si ça a été écrit pour une adolescente, je pense sincèrement que tous ceux qui aiment la philosophie et les philosophes ont intérêt à le lire. Et ça, j'avais fait mes cours de philosophie au cégep parce que je suis un vieux de 52 ans bientôt. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pu expérimenter un yoga extrêmement puissant que je mentionnais à mon nouvel ami brillant Anas, parce que j'ai pensé à Anas quand vous avez parlé de la dame avec ses dents. Et puis, j'ai une petite chose négative sur Jung que j'admire de toute façon, c'est que Jung ignorait le réel pouvoir des mantras. Que moi, j'ai eu pas le privilège, mais la possibilité d'expérimenter des mantras égyptiens pharaoniques, des mantras chinois, des mantras hindous, parce que j'ai reçu plusieurs initiations différentes dans différentes écoles hindoues. Et je peux garantir que les mantras sont extrêmement puissants, entre autres. Ça, c'est juste l'aspect du son avec les mantras. Oui, excusez-moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde c'est quoi un mantra? Oui, tout le monde sait. Il y en a qui ne comprennent pas ce que c'est. En 2 mots, s'il vous plaît, expliquez, c'est quoi un mantra? Parce que je sais, mais s'il vous plaît, juste rapidement. Okay. Ben, un mantra, c'est une formule qui normalement ne peut pas être analysée, comme par exemple Om Shanti, c'est un mantra. C'est le mantra qui va amener la paix partout où on va le réciter. Et le développement spirituel qui s'accompagne de l'énergie, parce qu'il n'y a pas de vraie spiritualité sans transformation de l'énergie, est favorisé par le courant hindou en particulier, par différents mantras. J'en ai appris un paquet. Voilà, merci pour ça, ça donne une idée. L'autre chose, c'est que Germain, qui a été généreux parce qu'il a donné pendant 2 ans complets des conférences hebdomadaires sur l'approche de Jung ici au Commensal, mais quand c'était oui, déjà à ce moment-là. Germain avait fait une conférence spéciale l'an passé sur l'anima. Et j'étais venu parce que j'ai eu une période de vie malheureuse où je n'étais pas en contact avec des femmes au Québec. Je parle d'une manière profonde, continue. Et des femmes évoluées, évidemment, des femmes intelligentes. Et je ne rêvais pas à des femmes. Alors, et en tant que Jungien, j'ai toujours essayé de maintenir dans ma vie un équilibre entre l'animus et l'anima. Et Germain avait dit quelque chose qui m'avait très surpris parce que j'avais jamais vu ça, ni dans les livres de Corneau, ni dans les livres de Jung, ni dans les livres de Marion Woodman, ni ailleurs. Il avait dit que l'anima, on devait le comprendre comme ce qui anime. Et alors, je suis passionné par les films, par la lecture. D'ailleurs, j'ai terminé la biographie de Fellini l'autre fois. Et Fellini a fait une démarche jungienne avec un psychanalyste jungien. Oui, tout à fait. Et alors, donc, ce que je voulais savoir, c'est si vous étiez d'accord avec cette affirmation-là de Germain qui disait « Jean-Marcel, c'est pas très grave si tu n'as pas des femmes dans tes rêves ni dans ta vie de ce plan-ci. Si tu es proche de ce qui t'anime, de ce qui te passionne, c'est bon, tu es en contact avec ton animal. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il citait en disant ça Jung. Jung a une longue définition de l'anima où elle dit que l'anima, c'est l'animatrice de l'homme dans toutes les aventures de l'âme, extérieure et intérieure, etc. Je peux difficilement citer de mémoire, mais c'est certainement que quand je parle de l'anima, quand j'enseigne l'anima, je cite aussi cela. Alors malheureusement, enfin, on peut aller plus loin, mais moi, j'ai été en contact avec cette affirmation. Ah, merci beaucoup. Oui, merci. Je voudrais ajouter quelque chose parce que je pense que c'est intéressant. Jung est arrivé à la conclusion que ce qui est l'énergie fondamentale, c'est l'amour. Et l'anima, pour un homme, c'est ce qui va susciter son amour. Même si elle n'est pas présente
en tant qu'image de femme, mais qu'elle va se projeter sur des différents éléments de beauté ou la philosophie ou n'importe quoi qui l'anime précisément. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Qu'est-ce qui nous donne le courage d'affronter les difficultés? Si on cherche bien, il y a toujours de l'amour quelque part. Il faut qu'il y ait de l'amour. C'est une façon de comprendre cette affirmation. Merci. Jean. Pardon, mais qu'est-ce qu'on dirait de l'animus à ce moment-là? Mais c'est pareil, au sens où l'animus, pour la femme, est ce qui va susciter son amour. C'est toujours l'attraction des contraires. L'anima, c'est la contrepartie de l'homme, et l'animus, la contrepartie de la femme. L'animateur et l'animatrice? Oui, l'animateur et l'animatrice, tout à fait. Merci. Tout à fait. Excusez-moi, voilà une question. J'entends plusieurs sortes de dualités, anima, animus, conscient, inconscient. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est quelle est la nature de cette dualité conscient-inconscient? C'est-à-dire pourquoi il y a dualité? C'est une complémentarité. Mais tout à l'heure, vous disiez que, en quelque sorte, on passe de l'ego, du conscient, Oui. vers le soi, Oui. le conscient. Oui. Donc il y a une sorte d'évolution Oui. à travers les incarnations. Oui. Pour nous faire passer du petit moi au grand moi. Oui. Donc, quel est le but à atteindre? Est-ce que c'est être infini? C'est être, je veux dire, c'est quoi le but? Parce que, comme vous disiez, l'amour c'est une énergie, mais qui dit énergie dit but à atteindre. Oui, il y a un projet. La signification métaphysique de ce but m'intéresse. Je ne sais pas, moi je suis curieux. Ah, vas-y. La première question sur la nature de cette dualité entre conscient et inconscient est extrêmement intéressante. Parce que, précisément, on a pour travers en Occident de penser par objets séparés les uns des autres. Hein, on voudrait des concepts qu'on met chacun dans une boîte. Or, le conscient et l'inconscient ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. La conscience émerge de l'inconscient, et l'inconscient ne pourrait pas être défini comme inconscient s'il n'y avait pas la conscience. Donc en fait, il faut regarder ça comme un processus. Donc en fait, c'est l'inconscient qui découle du conscient ou c'est la conscience qui naît de l'inconscient. Donc, mais il faut regarder ça dans une perspective dynamique, comme un processus. Et ce processus, c'est un processus de création de conscience. C'est intéressant, ça rejoint un peu l'explication métaphysique qui est de la mythologie hindoue, qui est de Brahma, Vishnu, Shiva, oui, tout à fait. Qui est la trinité hindoue. Et on retrouve cette trinité dans plusieurs cultures. Il y a le taoïsme qui dit que c'est le Tao qui est yin et yang, tout à fait. Le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on retrouve cette trinité dans plusieurs cultures. Et est-ce qu'il y a une signification métaphysique derrière ces nombreuses trinités qu'on retrouve un peu partout? Il y en a une, métaphysique et métapsychologique, on pourrait dire, et c'est qu'à chaque fois qu'il y a dualité, qu'il y a deux contraires, il y a en apparence une opposition, en réalité il y a une attirance, il y a un jeu, il y a deux contraires qui cherchent à se marier pour accoucher d'une unité plus large. Donc quand par exemple il y a ce jeu entre l'inconscient et la conscience, tel que nous la définissons, n'oublions pas que nous définissons la conscience comme ce qu'en Inde on va appeler le sommeil éveillé, le premier état de conscience simplement, c'est dans la visée de créer un état de conscience qui est symbolisé dans le home par le soleil et la lune qui sont ensemble, l'union du féminin et du masculin, de l'anima et de l'animus si on veut voir ça. C'est Turiya, c'est le quatrième état de conscience, c'est la conscience totale. Donc il y a un mot intéressant, c'est l'unité. Donc en quelque sorte, on passe de la séparation à l'unité. Exact. Donc le but final, ce serait peut-être l'unité. Ce serait l'unité, ce serait par exemple de prendre conscience que nous sommes un avec l'univers. Ou bien faire un carrément. Que nous sommes un avec l'univers. Non mais parce que dès qu'il y a conscience, dès qu'il y a inconscient, il y a ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc on est dans une dualité, je veux dire, on ne peut pas être uni si on est conscient. Donc pour moi l'inconscient c'est quelque chose comme l'absence de conscience, donc en quelque sorte c'est le contraire de la vie. L'absolu c'est le contraire de la vie. Parce que vie implique dualité, forcément. Et il ne peut pas y avoir vie sans dualité. Tant qu'on est dans la conscience, encore une fois, qu'on appelle le waking sleep, le sommeil éveillé, la conscience ordinaire qui sépare tout en objet, on ne peut voir que dualité. Mais quand on prend une visée plus large qui intègre justement la dimension de la profondeur de tout ça, hein, on peut voir qu'en même temps que c'est séparé en objet, c'est un. Ce n'est que un énergétiquement. Que nous-mêmes, chacun de nous ici dans la salle, nous sommes une bouche et deux yeux de l'univers qui se regarde lui-même.
En quelque sorte, c'est une illusion. La séparation est une illusion, en quelque sorte. C'est une illusion, oui. Voilà. Voilà, merci. Ça va loin, mais il y a une autre question. Seulement si la question n'est pas trop indiscrète, que trouvez-vous le plus difficile dans votre processus d'individuation au cours de votre vie dans l'ensemble? Dans mon cheminement, à moi, laisser tomber certaines valeurs qui me faisaient vivre. Où j'avais une bonne opinion de moi-même quand j'étais réalisateur et que je dirigeais des équipes et que tout le monde dépendait de moi pour un coin d'éclairage, pour un peu de make-up, vous comprenez? C'est un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, par rapport à ça, dans mon cheminement, ce qui est arrivé, une nuit, je rêve que je suis dans ma salle de bain et que je me regarde, je suis gentil comme d'habitude, et que tout à coup, mon visage commence à montrer un dégoût, une sorte de fierté mal placée. Et j'ai entendu une voix autoritaire qui m'a dit « abject ». Et je ne savais pas le mot, ce que ça voulait dire. En réveillant, je suis allé voir dans le dictionnaire et je n'étais pas très content. Alors, oui, effectivement, il nous faut des valeurs pour nous garder en vie. Une de mes petites théories personnelles, ça concerne un peu que nous avons, chacun de nous, nous avons besoin de compromis. L'existence humaine est tellement grande, tellement mystérieuse, quelquefois tellement dure. Beaucoup qui ont essayé de vraiment comprendre ont fini par des asiles, n'est-ce pas? On sait des exemples. Donc je comprends que chaque personne, tôt ou tard, doit faire des compromis pour pouvoir fonctionner. Et ça peut durer pendant un certain temps, et ça peut être la famille, l'art, la spiritualité, enfin ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'alcool, les drogues, que sais-je. Mais il vient un moment où on sent que c'est pas assez, c'est pas juste, et là il faut accepter que ce que nous avons pris pour la lumière n'était qu'une lumière partielle. Il y a longtemps, j'avais lu Jung, La découverte de son âme, puis il y avait le concept, à force d'interpréter les rêves pour se connaître, il y avait découvert comme des symboles qui étaient reliés à l'inconscient collectif par rapport à ce qui avait été vécu à travers les siècles, les générations précédentes, qui avait imprégné l'inconscient. Oui. Pourriez-vous m'éclairer, puis que ça pouvait occasionner des névroses? Pourriez-vous expliquer le concept d'inconscient collectif de Bon, écoute, il y a deux choses. Oui, l'inconscient collectif, il est possible que Jung s'en ait inspiré de la philosophie hindoue. Il y a le Dieu universel et que ce Dieu est incarné dans chaque être humain. L'Atman, qui englobe tout, et le Jivatman, c'est le Dieu incarné. N'est-ce pas? Alors, il a vu un peu de ses propres rêves, surtout à travers un grand rêve, qu'il y avait des profondeurs en lui, qui ramenait jusqu'à l'homme de caverne, qu'il avait le passé, lui, qui vivait en lui jusqu'à l'homme de caverne. Et il a dit, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Et à partir de là, n'est-ce pas, il a créé le concept des archétypes. En chacun de nous, il y a ces dimensions impersonnelles.
Alors, ce que j'aurais voulu maintenant venir peut-être plus pratiquement dire, qu'en 1935, Jung a donné une série de conférences près de Londres, on l'appelle le Tavistock Lectures, et quelqu'un, docteur, lui a posé la question, docteur, en vous écoutant, on a l'impression que vous saluez la névrose, que c'est quelque chose qui est positif. Et à ce moment-là, Jung a répondu, merci pour la question. Effectivement, je suis content de cela. Souvent, je dis pour mes consultants, enfin, il a décidé d'être névrotique. C'est briser justement ces éléments avec lesquels on s'entoure par peur et pour garder les valeurs qui nous font vivre. Mais on dit aussi chez les Jungiens, n'est-ce pas, on a parlé de l'axe moi-soi, que la rencontre pour le moi avec le soi, c'est toujours une défaite. C'est tellement grand, n'est-ce pas, que effectivement, ça peut souvent nous mettre dans des états difficiles. Et par ailleurs, j'enseigne aussi à un moment donné que la rencontre avec l'inconscient pour un ego, pour un moi conscient non préparé, ça peut aboutir dans la schizophrénie. C'est une des définitions. Une des définitions de la schizophrénie, c'est que le conscient est incapable de contenir de ce qui vient de l'inconscient. Et alors là, on part, c'est donc c'est une interaction entre conscient et inconscient qui doit se faire graduellement. Si ça vient brusquement, comme ça, je vois ça quelquefois dans ma pratique, plus particulièrement une dame qui m'a consulté il y a 25 années, c'est qu'elle était dans un état d'extase pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Elle s'était suivie par 6 mois à l'hôpital psychiatrique. Et qui me disait pendant longtemps au téléphone, Nicolas, quand est-ce que je pourrais retrouver cet état extraordinaire? Alors c'est là où il faut une individuation. On ne peut pas tomber dans les bras de l'inconscient collectif avec la bonne volonté, avec une certaine innocence. C'est préférable d'aller là lentement. Tu as des choses à ajouter? J'aimerais ajouter une chose, en effet, c'est que tu mentionnais, Nicolas, à un moment, que nous portons toute la richesse de toute l'humanité, nous portons tous les acquis, nous avons comme accès à cette mémoire. L'inconscient collectif, c'est aussi ce qui nous relie tous en tant qu'individus. C'est un peu comme si nous étions des îles, mais il y a l'océan qui nous relie. Des inconscients collectifs, il y a un inconscient de groupe qui se forme à partir du moment où des gens travaillent ensemble. Il y a un inconscient familial qui vit. Et il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est qu'aucune question qui ne se soit posée à un moment à un individu ne restera sans réponse. Donc si par exemple dans l'inconscient familial, à une certaine génération, il y a une question qui s'est posée, qui peut être métaphysique ou qui peut être une question très, très concrète dans la vie, l'inconscient collectif, c'est par exemple que quelques générations après, cette question ressurgira, éventuellement comme un destin, comme quelque chose qu'il faudra vivre pour pouvoir apporter la réponse à cet ancêtre. Et de la même manière, collectivement, en tant que nation, en tant que culture, nous avons des questions qui restent sans réponse, qui continuent à faire leur chemin. Et les questions ne peuvent trouver leur réponse qu'à travers des individus qui vont les vivre, qui vont les assumer. Les archétypes ont besoin de s'incarner, d'être vécus. Alors, quand ça tombe sur quelqu'un, ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile, ça peut être extrêmement lourd, ça peut être un peu de l'ordre d'une mission, vécu comme tel, et il peut y avoir aussi le refus de la mission, la fameuse histoire de Jonas qui part dans la baleine jusqu'à ce qu'il soit recraché sur les vagues. C'est ça les conflits avec l'inconscient collectif, c'est pour ça que l'inconscient collectif est quelque chose de très très important dont nous devons tenir compte, et que toutes les difficultés que nous rencontrons ne sont pas nécessairement simplement individuelles, parce que même dans les difficultés individuelles que nous rencontrons, nous ne sommes pas absolument uniques, d'autres personnes vivent des situations similaires. Et là, à travers ça, il y a un archétype qui cherche
son évolution, qui cherche à se raffiner. Il y a toujours eu, depuis qu'il y a l'espèce humaine et depuis qu'il y a des mammifères, il y a des mères, il y a l'archétype de la mère qui agit. Mais être une mère, par exemple, au XXIe siècle, c'est pas du tout la même chose qu'être une mère dans les années 50. Il y a des réponses des années 1950. Il y a eu une évolution de cet archétype à travers les vies des femmes qui ont été mères, qui se sont confrontées à des problèmes de leur temps et qui y ont apporté leurs réponses. Donc on est chacun en charge de notre petit bout d'inconscient collectif. Voilà. Il y a un écrivain, Jack London, avant, il a imaginé un personnage qui faisait des rêves récurrents d'un de ses ancêtres avant l'être humain, un primate avant l'être humain. Puis là, il dit, je vais raconter mes rêves dans ce livre-là. Puis il y a des anthropologues, puis il a imaginé la vie de ce primate-là, mais qu'il aurait vu en rêve. Mais il était comme hanté par un personnage de son passé. Oui. Puis que, étrangement, il essayait d'expliquer pourquoi, en joke, pas en joke, mais comme quoi c'était cet être-là, peut-être 400 générations avant lui, qui avait imprégné une partie de son inconscient qui s'exprimait dans ses rêves. Puis là, il raconte ça dans son roman. Avant. Oui. Puis c'était très... Puis en 1900, puis après ça, il y a des anthropologues, puis c'était très juste en termes de comment ils décrivaient les personnes, leur mode de vie, tout ça, qu'on a découvert après. Oui. Alors, écoutez, ce n'est pas une question. Merci pour le partage. Et au fond, puisqu'il nous faudra un peu se préparer à nous quitter, j'aurais voulu encore demander s'il y a quelqu'un qui, par rapport de cette proposition de Nicolas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vraiment complètement farfelu? Ou comment trouvez-vous ce que j'essaie de partager avec vous? Oui. La question qui me vient, moi, c'est qu'au fond, le yoga, c'est une pratique momentanée, ou est-ce qu'on se dit, ah bon, là, je fais une petite séance de yoga. Est-ce que dans votre yoga psychologique, est-ce qu'il y a un moment précis ou comment ça se passe dans une journée? À quel moment? Est-ce que c'est un peu tout le temps? C'est un état? C'est une ouverture? C'est un questionnement? Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre. Sinon, on expérimente, c'est amusant. Mais si c'est vraiment avec un désir, avec une intuition que ça vaut la peine que je me plonge dans mes profondeurs, que ça vaut la peine que j'établisse un partenariat avec cette immensité intérieure. Et on a dit tout à l'heure qu'il faut aller doucement, n'est-ce pas? Alors on crée ses propres outils et on garde sa vie. Je vais vers cette union, mais pour l'instant, je suis dans l'énergie qui circule entre deux extrêmes et cette énergie me permet d'avancer. Et alors là, il faut, à mon avis, faire quelque chose au moins 10 minutes par jour. Et on m'a parlé un peu de pratiquement comment je fais ça moi. Je ne fais plus de yoga des asanas depuis très longtemps. Mais il n'y a pas une journée où je ne vais pas chanter 100 fois Om. Le matin. Le matin. Et je ne suis pas obligé de m'asseoir pour le faire. Je peux faire la vaisselle ou préparer mon petit déjeuner, prendre ma douche, mais que ce soit là. Et j'ai une forme de méditation personnelle aussi que je propose en 10 points. Et le premier point, les urgences de ma journée, des lettres que je dois envoyer, les comptes à payer, de je ne sais quoi. M'occuper de mon corps, prendre mes vitamines, faire mes exercices, je ne sais pas. Troisième élément, m'assurer que dans chaque journée, il y aura du jeu et de plaisir. De quelle manière je vais m'organiser que dans la journée, il y ait de plaisir. Le quatrième, c'est la créativité. Où en est mes dimensions de créativité? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ça? Cinquième, c'est mes rapports avec des humains que j'essaie d'aider, les consultants. Le sixième, c'est la famille.
Le 7e, c'est les morts. Moi, je trouve que chez les Chinois, il y a cette volonté de vénérer les ancêtres, garder le contact avec les ancêtres. Pour moi, le 8e, c'est les guides intérieurs. J'en ai aussi 12. Je ne peux pas parler avec lesquels tous les jours, mais je choisis justement, dépendamment de ce qui m'arrive dans une journée, qui est-ce que je vais parler avec mon samouraï intérieur ou avec mon jouisseur intérieur. Il y en a de toutes sortes de personnages. 9e, c'est une méditation sur un sujet. Une fleur, une bougie ou n'importe quoi. Le 10e, une méditation sur le rien. Mais, écoutez, ça peut me prendre 5 heures? Non. Ça peut prendre 5 minutes si je n'ai pas plus de temps. Mais j'aurais passé rapidement par mes besoins de jour jusqu'à le corps, les autres, et me rappeler tous les jours, je suis venu de nulle part, et qu'il y a aussi une immensité, quelque chose qui fait partie de moi, même si je ne suis pas nécessairement tous les jours capable d'aller chercher ça. Mais je sais que c'est là. C'est un peu comme ça. Écoutez, merci de votre présence, merci de votre générosité. J'ai osé quand même partager avec vous. C'est grâce à votre générosité et réceptivité. Pour terminer, je vais essayer de vous dire un mot qui est un poème chinois. Et ça s'appelle le chant de Dao, qui était traduit en anglais par un poète. Et moi, j'avais 18 ans en Hongrie, je l'ai vu, ce poème, une fois en Hongrie, et je l'ai retenu, et plus tard, je l'ai traduit en français. Ça se dit quelque chose comme ça. Enfin, j'ai rejeté les sciences et les livres. C'est le silence du grand néant qui m'enivre. À quoi bon de se lamenter sur le passé? Les faux pas douloureux sont dépassés. Je jette mon hameçon dans un petit étang. Au bout de la ligne, la félicité m'attend. Je finirai par perdre mes cheveux. Je suis néanmoins un roi heureux. Aux 4 coins du monde, c'est ma chanson qui vibre. C'est le silence du grand néant qui m'enivre. Merci. Jean, merci de ta collaboration.